Mais qu'est-ce que tu fous encore? J'essaie de faire bouger le métal par la pensée. En plus, avec les coupures d'électricité, avoir un mutant dans la team est nécessaire. Tu n'aurais pas sniffé de la poudre à l'Élysée? Je savais que sa réélection allait faire des ravages. Et voilà l'autre qui se prend pour Magnéto. Oh, ça va. C'est le mieux que j'ai trouvé pour ouvrir l'épisode. Non, arrête et balance le générique, parce que là, c'est nul. Sommes-nous Magnéto? Telle est la question. Je vais dire Magnéto, Serge. Mais de quel Magnéto parles-tu? Car selon le support, il y a des variantes, que ce soit la BD, la série animée ou même les films. Sa personnalité varie tout comme des détails de son histoire, voire même son identité civile. D'ailleurs, dans différentes bandes dessinées des X-Men, il y a des reboots et les versions alternatives, ce qui fait qu'on s'y perd. Je vois. Alors, avant de choisir le support, on va présenter le personnage et ses caractéristiques, quel que soit le support. Prêt? Magnéto est un mutant qui veut à tout prix protéger la race mutante de ce qu'il considère comme le mal. En tant que survivant de l'Allemagne nazie et de l'Holocauste étant enfant, il craint que les mutants subissent le même sort que les races opprimées par les nazis. Il en est venu à haïr l'humanité pour son incapacité à accepter ceux qui sont différents d'elle et est devenu de plus en plus dogmatique dans ses points de vue, incapable d'accepter les divergences d'opinion. Profondément cynique et souvent impitoyable, il est convaincu que les mutants sont supérieurs aux humains et qu'ils doivent être traités en tant que tels. Loin d'être aussi monstrueux que certains ennemis des X-Men, il ne souhaite pas asservir spécifiquement le monde, mais plutôt imposer sa propre vision du bien et du mal. Donc ce n'est pas un super vilain, comme on le dit? C'est assez complexe. Tantôt antagoniste, tantôt héros, ce personnage est complexe. Alors, duquel vas-tu parler? Tu sais qu'on est plutôt film sur cette chaîne, alors je vais parler des Magnéto au cinéma à travers les différents films. Je dis bien des, car avec les voyages dans le temps et des timelines complètement changées, son histoire a tendance à varier. Dans le premier film, la première scène débute en Pologne, dans un camp de concentration en 1944. Le jeune Eric est séparé de ses parents par des soldats nazis. Pleurant de colère et dans un geste de désespoir, un phénomène se produit. La porte en métal du camp de la mort se plie et l'ado est, d'un aimant, attiré vers elle. Ce n'est que lorsqu'un soldat allemand lui frappe au visage avec son fusil que le jeune Eric est assommé. Une ellipse de plusieurs décennies passe, et Eric, alors vieil homme, quitte en colère une assemblée où le sénateur Robert Gelly prône la loi pour l'identification et l'enfermement des mutants dont l'existence vient d'être révélée au monde. Il est suivi par un homme en fauteuil roulant qui tente de le convaincre de changer d'avis et de laisser une chance aux humains de bien se conduire pour une fois. Le pauvre, c'est pas gagné. Eric Lesnar, alias Magnéto, survivant d'un camp de la mort, refuse de courir le risque de finir à nouveau dans un tel endroit et conduit son ancien ami Charles Xavier. Magnéto enlève le sénateur Kelly, ce dernier lui sert de cobaye pour sa machine à mutation alimentée par son pouvoir. L'objectif de Magnéto est simple. Transformer toute l'humanité en mutant. Or, ce dernier ignore que sa machine tue. En effet, la mutation étant instable, le sénateur Kelly finit par mourir. Lors d'un sommet international, Magnéto tente d'utiliser sa machine et sera stoppé par les X-Men. Dans le second volet, purgeant sa peine dans une prison en plastique, Magnéto informe le professeur X que William Stryker, un militaire, a mis en place un plan pour éradiquer la race mutante une fois pour toutes. Il n'hésitera pas à sauver puis s'allier aux X-Men pour préserver la survie des mutants. Dans le troisième film, X-Men 3, l'affrontement final, la société pharmaceutique Worthington a mis au point un vaccin permettant aux mutants de renoncer à leur pouvoir. Ah, ça y est, tu ne pouvais pas t'empêcher de parler des Pécouse, n'est-ce pas? Non, c'est le thème du film, calme-toi.
Et donc, pour la première fois de leur histoire, un choix s'offre à eux. Conserver leurs caractéristiques uniques, mais également la méfiance de l'humanité, ou bien abandonner leur pouvoir et devenir des êtres humains normaux, se plier à la norme, quoi. Eri recrute quant à lui de nombreux mutants dans la confrérie des mauvais mutants afin de lutter contre la firme qui produit les vaccins anti-mutants. Un affrontement aura lieu entre sa confrérie et les X-Men, et le pauvre Magneto finira quadruplement picousé et perdra donc ses pouvoirs. Tiens. Décidément, en 2006, ils étaient visionnaires sur le nombre de doses à faire pour lutter contre un virus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Magneto en a 4, alors que dans notre réalité, on doit en avoir 5. Mais ça a marché, non? Eh bien, à l'instar de notre monde, eh ben non. Car dans la dernière scène, alors qu'Eric Lencher joue aux échecs seul au Golden Gate Park, en pensant à son vieil ami Charles Xavier, eh bien, il parvient à faire très légèrement bouger une pièce avec ses pouvoirs pourtant censés disparus. Ah, mais donc la picouse sert à lutter contre les formes puissantes des pouvoirs des mutants? Dans X-Men First Class, on en sait un peu plus sur la jeunesse d'Eric. Alors, dans les camps en Pologne, le Dr Schmidt avait assisté à la révélation des pouvoirs du jeune homme. Afin de le forcer à les utiliser sur une pièce de monnaie, Schmidt abat la mère d'Eric sous ses yeux, provoquant la colère de l'enfant et la destruction de tous les objets métalliques de la pièce. Des années plus tard, Eric traque celui qui a jadis tué la dernière personne de sa famille qui lui restait. Il fait la rencontre d'un certain Charles Xavier, doté de pouvoirs télépathiques. Ensemble, ils recrutent d'autres mutants, afin de stopper Schmidt, connu dorénavant sous le nom de Sebastian Shaw. S'enclenchant initialement par la colère, les pouvoirs d'Eric, grâce à une intervention de Charles, peuvent s'activer plus sereinement et naturellement. Alors que Shaw convainc le général russe d'envoyer des missiles nucléaires à Cuba pour provoquer une troisième guerre mondiale, les mutants s'opposent. Attends, mais il sert à quoi là, ton Charles Xavier? Il n'a pas le pouvoir de contrôler l'esprit humain et d'arrêter tout ça? Je croyais qu'il était surpuissant. Ouais, mais on va dire qu'il n'avait pas de cette super maîtrise de son pouvoir à cette époque, hein. Alors attends, il arrive à débloquer... Attends, non, ça n'a aucun sens. Il arrive à débloquer le pouvoir d'Eric, mais pas le reste? Bizarre tout ça, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Bref, Eric tuera Shaw avec la fameuse pièce qui fut à l'origine de la perte de sa mère. Il arrêtera les missiles tirés par les Américains et Soviétiques et les leur renverra. Et puis, lors d'une bagarre avec Charles Xavier sur la plage, en déviant les balles tirées par Moira, touchera par accident la colonne vertébrale de Charles, le paralysant. Charles refusant de se joindre à sa cause, les deux amis font chemin à part. Puis vient Days of Future Past, où dans le futur, en 2023, les mutants, les humains susceptibles d'engendrer des mutants, ainsi que des humains prêts à les défendre, ont été presque exterminés au cours d'une guerre contre les Sentinelles, des robots conçus pour trouver et éliminer les mutants. On trouve l'équipe des X-Men composée de Storm, Wolverine, Professor X et Magneto, qui ont l'idée d'envoyer le bourrin de la bande dans le passé pour changer le cours des choses. Oui, tu en as parlé dans le Zingeo Talk 13, Time Travel. On y apprend que, par le passé, Eric avait fini dans une prison sur le Pentagone pour avoir battu le président Kennedy, alors qu'il révélera qu'il avait essayé de le sauver des tirs, ce dernier étant visé car étant un mutant. C'est vrai qu'avec une cote de popularité qui dépassait les 50%, il fallait être une personne pas normale. Bref, Eric du passé est libéré et se réconcilie avec Charles, mais bon, l'histoire tu la connais, hein. Méchant humain tolérant! Eh ben tu sais quoi? Je vais être encore plus méchant qu'eux! Ah Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, désolé, j'ai pété un câble sous le feu de l'émotion. Bref, bagarre et fin. À noter la scène touchante lors de laquelle, lorsque les Sentinelles massacrent les X-Men du futur, Magneto fait son mea culpa à Charles Xavier. Toutes ces années gâchées, dira-t-il, à nous battre, l'un contre l'autre. Dans X-Men Apocalypse, Eric a recommencé sa vie, vivant avec sa femme et leur fille. Il travaille dans une fonderie et semble avoir oublié ses vieux démons. Lors d'une journée de travail, il sauve un homme dans l'usine grâce à ses pouvoirs.
Mais terrifié que quelqu'un ait pu remarquer quoi que ce soit, il demande alors à sa femme de fuir à ses côtés. Ils se rendent compte alors que leur fille n'est pas dans la maison et partent à sa recherche dans la forêt. Ils la retrouvent enfin avec des gendarmes du village qui, à cause des collègues de travail d'Eric, l'ont reconnu comme étant Magneto, le mutant destructeur présumé. Il décide alors de se laisser arrêter afin de sauver sa femme et sa fille. Mais Nina, prenant la capture de son père très à cœur, déchaîne alors son pouvoir, celui de contrôler les animaux. Oh, le cliché tout pourri. Comme c'est une fille, elle a le pouvoir de parler avec les animaux et l'esprit de la forêt. Marvel appartient à Disney ou quoi? Dans la confusion, un des gendarmes tire accidentellement une flèche sur la jeune mutante, la tuant d'un seul coup avec sa mère. Horrifié par ce qui arrive et désespéré, face à la fatalité qui la cale, Eric tue alors tous les gendarmes avant de fuir. Rapidement, la nouvelle de la réapparition de Magneto fait le tour du globe et un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Ayant encore tout perdu, et constatant que l'être humain est condamné à être mauvais, il accepte de devenir un cavalier d'Apocalypse, le plus puissant des mutants qui ait jamais existé. Eric déréglera le magnétisme terrestre, provoquant des catastrophes naturelles à travers le monde. Dans la bataille finale du film, il retrouvera ses esprits, se rappelant de ceux qui l'ont jadis soutenu et aidera les X-Men à vaincre Apocalypse. Charles lui propose ensuite de le rejoindre à l'Institut, mais Eric refuse. Quel rebelle. Voilà le résumé du personnage dans les films. T'as oublié de parler de Dark Phoenix. Non, ce film est une telle daube que je n'en parlerai même pas. De plus, son rôle ne sert tellement à rien que bon, il faut dire que Michael Fassbender avait un contrat à honorer. Puis bon voilà, la présence de Magneto dans cet opus était évitable, car il apporte rien au schmilblick, hein. Bref, que dire du personnage formidablement interprété par Ian McKellen et Michael Fassbender. Présenté comme un super vilain de par ses actions, Magneto est parfois aussi un héros. Et de par ses motivations, qui pourraient lui en vouloir. En effet, d'abord escapé des camps de concentration, il subit le traumatisme de l'inhumanité des soldats nazis de par son statut religieux. Pour couronner le tout, il subit encore la discrimination de par son statut de mutant, à croire qu'Eric est maudit et condamné à être dans le mauvais camp selon le narratif. Quand on regarde, on peut comprendre ses motivations et certaines de ses actions. Dans le premier film, afin de résoudre le problème de discrimination, il décide de transformer tout le monde en mutant. Mais il ignorait que sa machine à radiation tuait. Et puis, à supposer qu'elle ait marché, ça aurait été le bordel total sur Terre. Comment ça ? Lorsqu'un être humain se sent tout puissant, il adopte des comportements méprisants et fait souvent preuve de méchanceté. Il suffit de voir les passes qui donnaient des sentiments de toute puissance à ceux qui en détenaient. Il n'hésitait pas à narguer les noms de picousés et les dénoncer, insulter, les traiter comme de la merde. En fait, les gens se permettent n'importe quoi dès qu'ils ont un petit pouvoir. Et je sais que je fais des généralités, mais vraiment, je suis sûre que vous aussi, ça vous a sauté aux yeux. C'était affligeant de voir ça. Willingness to engage in a culture of common sense that at this point it seems criminal to me. Actually, I really feel that that if someone chooses not to be vaccinated, that they should choose to stay home, not go to work, not have a job. These are, as long as we're all paying for these streets, we got to ride safely on them. Et dans un monde où tout le monde serait mutant, ça ce serait forcément le coup de celui qui a le plus gros pouvoir qui domine. Alors, c'est qui a la plus grosse ? On peut faire un parallèle entre ce qu'on vit depuis 2 ans avec l'univers X-Men. Les humains normaux représentent le camp du bien car étant la norme, les picousés donc et les mutants ceux qui sont anormaux et donc à exclure. Oui, mais là c'est assez complexe. Dans cet univers, la crainte des êtres humains est légitime. On parle de gens qui ont des super pouvoirs. Un gars qui peut lire tes pensées, qu'est-ce qui peut l'empêcher de changer tes souvenirs ou de voler tes coordonnées bancaires ? Ou alors celui qui traverse les murs comme Shadowcat, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'introduire chez toi pour voler tes objets ? Le sénateur Kelly avait quand même de bonnes raisons de vouloir connaître le pouvoir de destruction des mutants. Parce que bon, regarde.
En tant que spectateur, on sait que les X-Men sont des gentils, qui respectent tout et tout et tout. Mais, face à eux, tu as les méchants mutants. Donc dans la vraie vie, vous seriez tous méfiants. Et ce n'est pas un reproche, parce que moi-même, je me méfierais des mutants, si on en avait dans notre monde. Mais, gros point négatif pour lui, il n'hésite pas à sacrifier Rogue pour qu'elle crève à sa place en activant sa machine. De plus, il envoie via Mystique le professeur X dans le coma en trafiquant le cérébraux. Il n'hésite pas à mettre ses conflits de côté pour assurer la survie des siens, comme on le voit dans X2, afin d'arrêter Stryker. Il s'allie aux X-Men. Ça nous rappelle les No-Pikuzé qui, malgré leurs divergences politiques, se battent main dans la main pour arrêter le poudré. Ouais, juste une poignée, on est d'accord. Parce que certains ne savent pas mettre leurs divergences de côté. C'est tellement malheureux. Regarde, quand on discute autour de nous, on se dit qu'on est nombreux à vouloir lutter contre le mal. Mais quand il faut passer à l'action, soit les gens ont aquaponé, soit ils refusent de combattre aux côtés d'un opposant politique, ayant pourtant le même objectif. C'est maintenant ou jamais qu'on devrait s'unir, non ? On m'avait dit que l'union fait la force. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Oui, mais Magneto est intelligent, lui. Signe en plus qu'il n'est pas méchant. Il sait parfaitement manipuler l'adamantium, le métal qui recouvre le corps de Wolverine, alors qu'en 10 secondes, il pourra en finir avec lui. Il ne le tue jamais. D'ailleurs, même les X-Men, pourtant souvent ennemis de Magneto, reconnaissent les valeurs de l'homme et ont parfois des idées communes avec ce dernier. Rappelons cette scène dans le 3e film où à l'annonce d'un vaccin, Storm, effrayé, dit « Mais nous ne sommes pas une maladie !» revendiquant au passage son statut de mutante. D'ailleurs, dans le jeu vidéo X-Men Children of the Atom sur PlayStation, dans l'ending de Storm, elle dit, je cite, « C'était un homme bien, dans le mauvais chemin », reconnaissant au final la valeur de Magneto, tout comme Psylocke d'ailleurs. Et même quand on croit que Professeur X est mort, Magneto est attristé par la disparition de son ami, reconnaissant sa valeur et comprenant la cause pour laquelle il s'est toujours battu. Plusieurs fois, il a essayé de revenir dans le droit chemin, celui des X-Men. Dans First Class, ce qu'il fait sombrer est l'alliance des Américains et Soviétiques qui leur ont tiré dessus, constatant que finalement l'homme est condamné à répéter ses erreurs du passé. Ou pire, dans Apocalypse, alors qu'il a sauvé un gars d'une mort certaine, ses collègues l'ont dénoncé et il a fini par perdre sa famille. Hashtag délation, hashtag tu me donnes la gerbe. Voilà, la récompense pour avoir sauvé la vie d'un lambda. Tout perdre soi-même. D'ailleurs, dans la BD et l'animé, il invite les mutants à venir s'installer sur l'astéroïde M, afin d'échapper à la haine des humains pour que ses frères, entre guillemets, puissent y vivre tranquilles. Mais, quelle que soit la version de l'histoire, ça se solde toujours par l'échec avec le lieu qui est détruit. Le cinéma a bien traité le personnage. Il est bien écrit et il faut dire que les acteurs qui l'ont interprété ont rendu une copie parfaite. Il fait partie de cette catégorie d'antagonistes qu'on finit par bien aimer et dont on comprend les objectifs. Bien que, dénonçons les méthodes. Par exemple, on peut citer N'Jadaka dans le premier Black Panther, qui a des méthodes pas du tout recommandables, voire même très condamnables, mais qui a des objectifs honorables à tel point que on est dégoûté de le voir crever. Lui et T'Challa, à l'instar de Xavier et Magneto, sont complémentaires et ont tous les deux raison. S'ils unissaient leurs forces, il y aurait un juste milieu. Pourquoi tu parles de Rémi ? Ou aussi de Raoul Silva dans Skyfall. Tu dis souvent que tu étais dégoûté de voir cet antagoniste mourir. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Alors oui, le méchant interprété par Javier Bardem avait une bonne raison de se venger de M, mais il va beaucoup trop à l'extrême en tuant des agents et des civils qui ont rien demandé. Et d'ailleurs, dans Skyfall, faut dire que le jeu de Javier Bardem sauve la seconde partie du film qui, sans sa présence, aurait été nul, Et le personnage, par moments, il m'a surtout bien fait marrer. Mais pour revenir sur la scène du mea culpa de Magneto dans Days of Future Past, cette scène montre que Magneto est au fond supérieur à son ami Charles. Ils ont tous les deux le même but, à savoir vivre dans un monde où les humains et mutants puissent vivre en paix. Mais, fidèles à leur point de vue, et surtout têtus l'un et l'autre, ça les a séparés. Et dans la scène dite Magneto, malgré son ego et son obstination, avoue ses torts et demande pardon à son ami. Quant à notre réalité, les docteurs Maboul qui voudraient picouser tout le monde sont dans l'incapacité de faire amende honorable.
Tout ça pour dire que comme tout individu, Magneto a ses bons côtés et sa face plus sombre. On vous invite donc à regarder les films ainsi que l'animé et les BD. Sur ces belles paroles, on vous dit Allez, à plus. Soyez tolérants et restez connectés.